le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Erlich Dorelas depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel, François et Smith, Jean-Julien. Et Robin assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel, en Floride. Ce qui restait de l'immeuble effondré le 24 juin était détruit. Le bilan de la catastrophe est toujours de 24 morts et de 121 disparus. Voici un reportage signé Euronews. À Miami, la portion d'immeuble qui ne s'était pas effondrée lors de la catastrophe il y a 10 jours a été détruite hier soir. Les recherches de victimes avaient été suspendues samedi pour préparer la démolition, alors que le bilan de la catastrophe est de 24 morts et de 121 disparus. Cette barre d'immeubles du quartier de Surfside à Miami en Floride s'est effondrée en pleine nuit le 24 juin. C'est l'une des catastrophes urbaines les plus graves aux États-Unis. Mais la partie restante instable menaçait maintenant la sécurité des sauveteurs, toujours au travail 10 jours après. De plus, l'arrivée de la tempête tropicale Elsa faisait planer de nouveaux risques. Si l'hypothèse d'un manquement dans l'entretien de l'immeuble a été évoquée, aucune réponse claire n'a été apportée. Mais un rapport de 2018 notait des dommages structurels majeurs ainsi que des fissures dans le sous-sol du bâtiment. Au Nigeria, 140 lycéens kidnappés à Kaduna. Au total, 165 lycéens dormaient dans le pensionnat du lycée Bertel Secondary School. Dans la localité de Chikoun, environ 25 ont réussi à s'échapper. Voici un reportage signé Africa News. Des hommes armés ont enlevé dans la nuit de dimanche à lundi 140 élèves dans un pensionnat de l'État de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria. La structure abritait 165 élèves, 25 ont réussi à s'échapper. Cette attaque est la troisième en l'espace de 3 jours enregistrée dans cette partie du pays. Au moins 8 employés d'un hôpital de cet État ont été kidnappés dimanche, alors que des tirs sporadiques ont coûté la vie à 7 personnes dans des localités voisines. Des actes attribués aux hommes appelés bandits par les autorités. Des groupes criminels qui sont notamment motivés par la rançon obtenue lors de la libération des otages. Et ce business prend de l'ampleur dans le pays. Les écoles et les universités sont les cibles prioritaires des attaques. Plus de 1000 enfants, adolescents ou étudiants ont été enlevés depuis le mois de décembre. Plusieurs d'entre eux manquent toujours à l'appel, même si le président nigérian a promis récemment l'enfer aux terroristes. Direction l'Afghanistan, les talibans continuent de regagner du terrain en Afghanistan. Ils se sont emparés dimanche 4 juillet du district clé de Panjshir, dans le sud du pays, après les combats nocturnes, une prise de contrôle qui a poussé des dizaines de familles à fuir la zone. Voici un reportage signé France 24. Route déserte, magasins fermés, le district de Panjshir a des allures de ville fantôme. C'est la 5e région sur les 16 que compte la province de Kandahar, a tombé aux mains des talibans ces dernières semaines. Terrifiée, la population n'a plus d'autre choix que de fuir. Postés à chaque sortie du district, des membres des forces afghanes prêts à faire face à de nouveaux combats. Panjshir a longtemps été un foyer taliban. C'est aussi un bastion clé, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kandahar, la capitale de la province. Kandahar, berceau historique des talibans, n'est pas la seule province à subir l'assaut du mouvement islamiste.
Depuis le début du rapatriement des soldats américains d'Afghanistan, les talibans ont intensifié leurs offensives, surtout dans les zones rurales. Désormais, ils affirment contrôler une centaine de districts sur les près de 400 que compte le pays. Vendredi dernier, les troupes américaines et de l'OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram. Symbole de la guerre américaine en Afghanistan, elle préfigure surtout le retrait définitif qui devrait être effectif fin août. Cette guerre est pour les États-Unis la plus longue de son histoire, 20 ans. Son plus grand fiasco aussi, 2442 soldats américains tués, plus de 47 000 victimes civiles, et aujourd'hui, un retour à la case départ, avec le retour des fondamentalistes. Israël propose son aide au Liban, dévasté par la crise économique. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a proposé dimanche d'aider le Liban, alors que la crise économique s'aggrave de jour en jour dans le pays. En tant qu'Israélien, en tant que Juif et en tant qu'être humain, j'ai mal au cœur de voir les images de personnes affamées dans les rues du Liban, écrit Benny Gantz sur Twitter. Israël a offert son aide au Liban dans le passé et aujourd'hui encore. Nous sommes prêts à agir et à encourager d'autres pays à tendre la main au Liban pour qu'il puisse à nouveau prospérer et sortir de la crise, a-t-il poursuivi. Voici un reportage signé I24 News. Produits alimentaires, médicaments, carburants, au Liban, les pénuries se multiplient. En prime, la population attend toujours un gouvernement, plus d'1 an après la dissolution de l'ancien. Une aubaine pour la corruption et le clientélisme. La Banque mondiale alerte, le Liban vit l'une des pires crises économiques et sociales depuis la fin du 19e siècle. Témoin, plusieurs pays ont déjà proposé leur aide, mais pas assez pour changer les choses. Et ce dimanche, c'est une proposition inattendue que le pays du Cèdre voit se présenter à lui. Israël a offert son aide au Liban dans le passé et aujourd'hui encore, nous sommes prêts à agir et à encourager d'autres pays à tendre la main au Liban pour qu'il refleurisse et sorte de son état de crise. Une aide déjà proposée l'année dernière après la double explosion survenue au port de Beyrouth, finalement refusée par le président libanais. Mais cette fois, le contexte a évolué. Michel Aoun s'est montré davantage disposé à une normalisation des relations avec Israël. Preuve en est notamment une interview sur BFM TV dans laquelle il n'a pas exclu de faire la paix avec l'État hébreu si les différends étaient résolus. Parmi eux, la démarcation d'une frontière maritime entre les deux pays qui permettrait au Liban d'explorer du gaz naturel en Méditerranée. Une manne salutaire pour le pays qui va jusqu'à manquer de matières premières. Avant de clore ce journal, retournant aux États-Unis, la vaccination anti-Covid, le Vermont champion, l'Alabama à la traîne, se faire vacciner contre le Covid est un devoir patriotique, affirme le président Biden. Les sceptiques seront-ils convaincus face à la recrudescence des cas dus aux mutations du virus? Exemple du Vermont, champion de la vaccination dans le nord des États-Unis et de l'Alabama à la traîne dans le sud. Voici un reportage signé TV5 Monde. Bienvenue dans le Vermont. Ce petit état rural des États-Unis, connu pour son sirop d'érable, s'est forgé une notoriété nouvelle depuis mi-juin. Champion de la vaccination anti-Covid. Plus de 80% de la population a reçu une dose au moins ici. Les habitants du Vermont font confiance à la science. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité collective de nous protéger. C'est une sorte de code moral social ici. De quoi faire rougir de satisfaction le directeur des services sanitaires. Cela fait de nous probablement l'endroit le plus sûr du pays et peut-être du monde. Aller vacciner les gens là où ils se trouvent, la stratégie s'est révélée payante. Dans le sud déshérité des États-Unis, par contraste, c'est une toute autre affaire. Méfiance ici face au vaccin. Sheila Tyson, élue locale de l'Alabama, fait du porte-à-porte dans l'espoir de convaincre. Ma tension artérielle était élevée. Je ne savais pas si je devais y aller, mais maintenant elle est retombée et donc je vais le faire. Le virus de la Covid tue plus et plus vite. Et les vaccins, si vous ne les faites pas, il sera trop tard. Donc bien sûr que le temps nous est compté. Face aux mutations du coronavirus, le combat contre la montre se heurte également à des préjugés idéologiques. Nous constatons une hésitation chez les hommes blancs en milieu rural. C'est le résultat d'années de conflits partisans. Quelle information privilégiée?
Dans son salon de coiffure, Franck se fie à ce qu'il entend. J'ai un diabète grave et les vaccins ne vont pas très bien avec. Et en plus, je suis cardiaque. Et donc, ils ont dit que si je me faisais vacciner, il est fort probable que ça me tuera. Désinformation et rumeurs, meilleurs alliés du virus. Or, la seule réponse qui tienne face à la Covid, c'est de faire la part entre les bénéfices et les risques. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour ce aujourd'hui. Présentation Erlich Dorilas, production Edprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique aux années 102.3 FM à Jacmel. Hier, il y avait un concert de feux d'artifice dans la capitale des grandes universités du monde pour le 4 juillet, pas seulement à Boston, mais dans les autres États américains. C'était la fête hier. Beaucoup d'Américains festoyaient l'indépendance américaine. Bonsoir Joël, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana. Demain je serai avec vous, demain ce sera mon anniversaire. Je vous souhaite de passer un excellent lundi en compagnie de la radio. Gardez le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorilas.